Vilkas intrépide, scout des scout ville des Goma. La branche troupe est une étape du scoutisme qui concerne les jeunes des 12 et 17 ans. Dans la troupe, le scout s'organise en petits groupes appelés patrouilles. Chacun a un rôle et apprend à travailler avec les autres. Moi, c'est Imani Kibo Dichem. Chez les scouts, on m'appelle Likan, arriviste appliqué. Je suis un membre de l'ASNK, district ville de Goma, groupe scout qui sont les disciplines. Je suis un membre de la branche troupe, la branche motrice du scoutisme. Et sans oublier, c'est la première branche qui a été créée par le fondateur Baden Powell. Merci. Pour clore, la branche troupe, c'est plus qu'un groupe. C'est une école de la vie. On y grandit, on apprend et on devient responsable. Rejoins la troupe et tu construiras ton avenir. Flamme TV, merci. Les regards vers la troupe. Les regards vers la troupe. Les regards vers la troupe. Voilà, bonjour chers fidèles téléspectateurs et très chers internautes. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct de la Flamme TV. Bienvenue dans votre émission Les Regards vers la troupe, une émission dédiée à la branche troupe du scoutisme qui nous aide à comprendre comment vivre dans l'unité troupe. Et aujourd'hui, nous allons tout peu échanger avec un invité que vous connaissez bien, c'est Maître Chico Lutalamo Mavanga. Avec lui, nous allons échanger autour du thème structure, organisation et fonctionnement de l'unité troupe. Mais avant tout, je vous propose de suivre cette belle proposition de la régie et on se retrouve après. Suivez. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle. La Flamme TV. Les lions de l'information vous donnent rendez-vous à tout moment. La chaîne de proximité. La chaîne qui est toujours plus proche de vous. Ne zappez pas nos différents programmes. Restez connectés, chaque jour, chaque heure et à chaque instant. La Flamme TV, la chaîne qui vous ressemble. Merci, nous sommes de retour sur ces plateaux après cette belle proposition de la régie. Maître, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vraiment, et avec vous, nous allons échanger autour du thème structure, organisation et fonctionnement de l'unité troupe. Mais avant tout, c'est pour la toute première fois d'être invité au sein de cette émission, Les Regards vers la troupe. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission? Oui, c'est une très belle initiative que vous avez prise de pouvoir penser à cette branche qui est mère pour les mouvements et qui donne des informations sur le fonctionnement de la troupe. En tout cas, je suis très impressionné et j'ai beaucoup apprécié cette initiative. Je vous encourage seulement à persévérer et aller de l'avant et pour que tout le monde, partout au monde, puisse avoir l'information sur le fonctionnement de la troupe, puisse avoir un même regard sur la troupe qui est l'unité mère du scoutisme. Et en première lieu, nous voulons comprendre comment la troupe est structurée. Tenez bien votre micro. Merci. Bon, du point de vue structure de la troupe, au sein de la troupe, vous allez voir que au sommet, nous avons la scout maîtrise. Okay. S'il faut parler du point de vue architectural, donc nous avons la scout maîtrise qui est là, et après la scout maîtrise, nous avons des patrouilles qui viennent en deuxième position. Donc s'il faut parler de la structure de la troupe, dans une troupe, nous trouvons, il y a la maîtrise. Au sein de la maîtrise, nous avons les chefs de troupe. Un chef de troupe, peut avoir des assistants. Okay. Et après la maîtrise, nous avons les patrouilles. Au sein des patrouilles, vous allez trouver un chef de patrouille qui est également un jeune comme tous les autres.
et au sein duquel on trouve également d'autres jeunes qui sont pratiquement 8. Donc c'est comme ça, on peut parler de la structure. Donc une troupe normalement a 32 jeunes. Ok. A 32 jeunes qui sont répartis en 4 patrouilles. Voilà. Et alors, parmi ceux que vous avez cités, quels sont les rôles clés dans la troupe, parmi la structuration que vous avez citée là? Les rôles clés dans quel sens? Vous avez cité la patrouille maîtrise parmi tout ce que vous avez cité. Qu'est-ce qui est plus important dans la troupe? Non, ce qui est plus important, c'est la patrouille. Hein, parce qu'on ne peut pas parler d'une troupe sans patrouille. Baden-Powell a voulu donner aux jeunes cette responsabilité. Okay. Parce qu'au niveau de la troupe, le jeune doit apprendre déjà à se responsabiliser. Et la patrouille constitue le milieu par excellence où le jeune apprend à s'autonomiser, et ça apprend également à devenir de plus en plus indépendant. Donc la patrouille constitue un espace qui permet à chaque jeune de pouvoir s'exprimer. Et c'est là que chaque jeune occupe au moins une responsabilité, sinon a au moins un poste de responsabilité au sein de la patrouille. Donc on ne peut pas être dans une patrouille sans rien faire. Ok. Hein. Tout jeune qui est au niveau de la patrouille a une responsabilité. Et c'est rotatif? Ça dépend, il y a certaines responsabilités qui sont rotatives, mais d'autres sont permanentes. Hein? Voilà pourquoi on parle parfois des fonctions et des postes. Et les rotations se font beaucoup plus... La différence des fonctions et postes? Non, une fonction, c'est ce qui est permanent. Vous voyez, ce qui est permanent, je suis par exemple le chef de patrouille, je le reste, je suis second de patrouille. Okay. Mais les postes, ce sont des responsabilités qu'on donne d'une manière occasionnelle. Ça peut être cuisinier, un cuistot, on peut être signaleur, on peut être un bout en train. Okay. Ouais, donc ça peut varier d'une personne à une autre. Mais du moins, lorsque les jeunes vont au camp, puisqu'il s'agit également, je voudrais assez que ce soit également une émission où on est en train de partager également l'expérience. Lorsque les jeunes vont au camp, on fait cet effort-là de pouvoir également procéder à des rotations de responsabilités. Hein? Vous voyez que là, que ce soit la fonction comme les postes, on fait cette rotation pour permettre à chaque jeune d'apprendre comment être chef de patrouille, okay, comment cuisiner, comment être signaleur, comment être nageur, comment être bout en train. Donc là, c'est beaucoup plus... Donc c'est une manière de préparer les jeunes oui, dans l'ère à venir. Moi, je dis que ce n'est pas une manière de les préparer dans l'ère à venir. C'est-à-dire que parce que quand un jeune fait, il le fait pour le présent. Okay. Vous voyez, la responsabilité qu'on accorde aux jeunes, ce n'est pas pour l'avenir, mais c'est pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça leur permet seulement demain de pouvoir les pratiquer maintenant dans la vie active. Mais un jeune, par exemple, je donne l'exemple d'un chef de patrouille. Un chef de patrouille, c'est un grand responsable. D'ailleurs, Baden-Powell a dit que parmi toutes les fonctions dans le scoutisme, c'est la fonction du chef de patrouille qui est la fonction la plus importante. Et moi, je le dirais toujours que même moi-même, quand j'étais jeune, j'ai été chef d'équipe, j'ai été chef de squad, mais j'ai toujours aimé quand j'étais chef de patrouille. Okay. J'ai toujours aimé quand j'étais chef de patrouille. On sent vraiment que c'est une responsabilité. On sent que c'est une responsabilité. Donc voilà. Et alors, comment un chef de troupe peut organiser les activités hebdomadaires au sein de sa troupe? D'abord, pour un chef de troupe qui, d'abord du point de vue organisation de la troupe, okay, un chef de troupe qui organise bien sa troupe aura moins de travail à faire. Pourquoi? Parce que la méthode que nous utilisons dans le scoutisme, c'est le système de petits groupes. Et particulièrement à la troupe, c'est le système de patrouille qui doit être mis en exergue. Le système de petits groupes, le système de patrouille. Et le chef de patrouille, le chef de troupe qui veut bien faire fonctionner les activités au sein de sa troupe, il doit avoir les regards sur ses chefs de patrouille. Sur ses chefs de patrouille. Ce sont ceux-là qui mènent tous les jeux au sein de la troupe. Je peux partager une expérience personnelle. Moi, par exemple, quand j'étais chef de troupe, qu'est-ce que je faisais? Les week-ends, c'était les jeunes qui menaient les activités, c'était les chefs de patrouille. Okay. Moi, je voyais au courant de la semaine, un jour où je les prenais, je partage avec eux.
au sein de la haute patrouille. Donc nous tenons notre haute patrouille, on échange, et après eux, ils vont rentrer maintenant dans leur patrouille respective. Ils vont maintenant mener les activités là-bas. Tout ce que moi je fais, c'est la planification. Je peux planifier les activités pour les activités semestriellement. Je sais tout ce que nous allons faire pendant le semestre. Et maintenant, je vais commencer à les coacher à chaque fois. Mais également, lorsque par exemple les jeunes doivent tenir les réunions les samedis ou les dimanches, moi je viens seulement dans le cadre de la supervision. Je supervise pour voir comment est-ce qu'ils ont mené leurs activités au courant de la semaine. Donc un chef de patrouille planifie ses activités, plutôt un chef de troupe planifie ses activités avec ses chefs de patrouille. Okay. C'est pourquoi même, là c'est ma façon de voir les choses. Je me dis toujours qu'un chef de patrouille, un chef de troupe qui travaille bien avec les chefs de patrouille n'a pas vraiment besoin d'un assistant. Ah, comment ça? Il n'a pas vraiment besoin d'un assistant. Parce que... Ces assistants sont les chefs de patrouille? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Un chef de patrouille qui sait faire fonctionner la haute patrouille n'a pas besoin d'assistant. Ok. N'a pas besoin d'assistant. Parce que ce sont ces chefs de patrouille-là qui font tout, qui l'assistent. Et ils ont leur patrouille, ils tiennent les conseils de patrouille, ils ramènent les informations auprès des chefs de troupes, et les chefs de troupes vont voir comment améliorer la vie au sein de la troupe. Les activités de la troupe seront tirées dans des différentes activités de leur calendrier, dans leurs patrouilles respectives. Bon, ça va dépendre, ça peut partir soit de la cour d'honneur. Okay. La cour d'honneur peut décider que nous voulons parce que n'oubliez pas, ask the boy. On doit toujours poser la question aux jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent. À la troupe, on ne peut pas venir imposer une activité. Oui. Tu ne peux pas venir dire que non, moi j'ai besoin d'un camp. Non, ça doit faire partie du besoin des jeunes. Exactement. Ce qui fait que ça peut ressortir soit de la cour d'honneur. La cour d'honneur peut décider que nous voulons telle activité et la scout maîtrise peut voir comment mettre ça en œuvre. Ça peut être aussi le conseil des patrouilles. Une patrouille, parce que n'oubliez pas aussi qu'une patrouille peut camper. Oui. Une patrouille peut camper. Une patrouille peut se dire que non, nous avons besoin d'un camp. On fait organiser un camp. Et ce n'est pas un péché pour un chef de troupe de pouvoir laisser ces gens-là organiser leurs activités. Et à condition que cela soit planifié dans leur calendrier de patrouille. Bien sûr, ça peut être planifié, comme aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines activités qui sont non prévues mais réalisées. Une circonstance peut arriver qu'une activité puisse avoir lieu. Ça peut ou ne pas être planifié. Je donne un exemple. On peut planifier par une activité, mais il y a une circonstance qui arrive qui fait que l'activité n'ait pas lieu. Elle peut être remplacée par une autre. Les jeunes peuvent se dire que non, on veut organiser une exploration. Mais sous l'approbation du chef des troupes? Bien sûr que oui, parce que le chef de troupe, il a cette obligation de tenir compte de tous les paramètres sécuritaires, les paramètres liés au temps, vous voyez, administratif, mais l'activité, ce sont les jeunes qui doivent en décider. Ça ne doit pas vraiment relever du chef de troupe. Ça doit relever particulièrement du chef de jeunes, mais le chef de troupe doit seulement marier cette activité-là aux différents paramètres qu'on vient de soulever. Voilà, merci chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous regarder. Je vous rappelle que nous sommes avec le maître Chico Lutalamo. Il est le commissaire international de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Mais ici, il intervient en qualité de formateur accrédité par la FISCO. Cher formateur, quelle est la place des jeunes dans la prise de décision au sein de la troupe? Les jeunes occupent une place très très importante dans la prise de décision au sein de la troupe. Au point que je pourrais vous choquer pour vous dire que les jeunes peuvent décider même du changement d'un chef de troupe. Ok. Auprès des chefs de groupe? Oui. Ils peuvent se dire que nous ne voulons pas de ces chefs de troupe. Dans quelle occasion? Non, ils ont la cour d'honneur. Ah, okay. Ça veut dire qu'ils peuvent tenir leur cour d'honneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la cour d'honneur est l'organe suprême au sein de l'unité de troupe. Exactement. Et là même, les chefs de troupe qui assistent, il n'est qu'observateur. Ce n'est pas à lui de prendre des décisions. Les décisions qui sont prises par les gens, il n'est là que pour orienter.
les Mais débats. néanmoins, la décision finale de la cour d'honneur est donnée à la maîtrise. Mais la maîtrise peut freiner ces documents-là pour ne pas... Oui, mais si elle freine, si la maîtrise freine la décision, les jeunes peuvent voir les chefs de groupe. Ok. Ils peuvent écrire, ce n'est pas interdit. Les jeunes sont les patrons de la troupe. Et la cour d'honneur, c'est là que les jeunes prennent plus de décisions et ils viennent transmettre ça au niveau des chefs. Mais également aussi au niveau de la patrouille. La patrouille également constitue un cadre d'excellence de prise de décision de jeunes. Parce qu'eux-mêmes décident de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils doivent faire de leur patrouille. Ok. Ce qui fait même que certaines injonctions du chef des troupes ne peuvent pas passer dans une patrouille. Ils peuvent créer eux-mêmes leurs traditions. Ok. Ils disent que nous, dans notre troupe, voilà, dans notre patrouille, voilà les traditions que nous avons créées pour notre patrouille. Si ce sont des traditions qui n'entrent pas en contradiction avec les cadres symboliques de la branche, le chef de troupe ne peut pas les refuser. Donc ça permet quand même aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Hein, Mais le chef des troupes n'a pas droit de proposer aux gens de la troupe. Il peut faire des propositions, mais ce sont des propositions qui ne s'imposent pas aux jeunes. Ah, ok. Il peut faire des propositions, voilà ce que moi je pense, mais ça ne s'impose pas vraiment aux jeunes. Je prends les cas d'une nouvelle troupe dont il y a que des novices qui ne maîtrisent pas mieux le mouvement scout. Le chef des troupes peut proposer à ces jeunes-là, je dirais, des activités ou d'autres... Oui, pour une troupe qui vient nouvellement d'être créée, Oui. là les choses doivent être vues différemment. Ok. Hein, donc on ne doit pas, parce que ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à une troupe qui est déjà assise. Mais on peut être en face d'une troupe qui vient d'être créée. Là, les chefs de troupe a un certain monopole de gestion. Mais entre-temps, il ne doit pas trop s'imposer au risque de changer l'image de la branche. Ça veut dire qu'il doit mener les jeunes à comprendre le fonctionnement du mouvement et à comprendre ce que on attend d'eux. Hein, c'est-à-dire qu'ils doivent arriver à se positionner face à leur propre branche. Ils doivent savoir comment la troupe fonctionne et ce que les chefs de troupe attendent d'eux. Voilà pourquoi j'ai parlé de Ask the Boy. Okay. Vous savez que même quand Baden-Powell a organisé le camp expérimental à Île-de-Brancier, vous voyez, parce que tout est parti de là. Tout ce qu'il a expérimenté là-bas, c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui. C'est juste ces premiers camps a fait que ces jeunes-là puissent se maintenir et puissent devenir des grands chefs de patrouille, puissent devenir des grands chefs scouts. Rien que cette première troupe. Et alors, votre message en tant que formateur pour les chefs des troupes qui ont l'habitude d'imposer ces genres de choses aux jeunes? Je dirais qu'ils ne sont pas des chefs de troupes. Voilà. Vraiment. En tout cas, qu'ils m'excusent que je sois très direct. Ok. Je dirais qu'ils ne sont pas des chefs de troupes parce qu'un chef de troupe, il questionne toujours le jeune, il n'impose rien aux jeunes. Okay. À moins que ce que les jeunes sont en train de proposer soit à l'encontre, comme je l'ai dit, de notre système éducatif ou soit même du cadre symbolique de la branche. Mais si ce que les jeunes proposent ne dérange pas le bon fonctionnement du mouvement, vous savez, le scoutisme, c'est un système, c'est une marque déposée bien sûr, mais il faut le dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit se dire que moi je fais le scoutisme mieux que les autres. Et puis même dans le cas des activités, toute activité éducative, c'est une activité scout. Hein? Okay. Toute activité éducative. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas freiner. Je donne l'exemple. Nous, les jeunes peuvent faire la marche de santé. Vous voyez, on peut donner ça une autre connotation, mais on peut faire une marche de santé. Ça entre dans le cadre de développement physique des jeunes. Oui, dans les domaines physiques. Dans les domaines physiques. Okay. Alors si les jeunes proposent par exemple que chef, nous voulons faire une marche de santé, le chef n'a qu'à préparer une fiche technique pour l'activité, voir comment est-ce que ça va se dérouler. Mais ne va pas dire que non, moi je ne vais pas de ça. Ça, ce n'est pas scout. Quand un chef dit ça, ça veut dire qu'il ne comprend pas vraiment le bon fonctionnement de la troupe. Okay. Alors, quelles sont les étapes de progression d'un scout au sein de la troupe?
Au sein de la troupe, il y a 3 étapes de progression. Il y a les noviciats, nous avons la 2e classe et puis la première classe. Et les couronnements de progression, c'est au début ou à la fin d'une progression? Bon, il est vrai que là aussi ça fait débat. Vraiment. Ça fait vraiment un grand débat sur ces problèmes de couronnement. Mais je vais parler un peu de ces 2 courants. Il y a ceux-là qui pensent qu'il faut que ça se passe avant, c'est-à-dire que quand les jeunes entrent dans la branche, directement, on doit les couronner et commence maintenant à faire son étape. Il y a d'autres qui disent que non, c'est à la fin. Mais c'est là maintenant que la question se pose. Quand on donne par exemple un jeune qui finit le noviciat, vous lui donnez maintenant les badges du noviciat. Alors qu'il a fini le noviciat, quand est-ce qu'il va porter ces badges-là? Or, en terminant le noviciat, c'est-à-dire qu'il entame une autre classe, une autre étape, c'est-à-dire que la 2e classe. Oui. Je pourrais être par exemple de cet avis-là, ça veut dire que quand un jeune commence son étape, il porte déjà l'insigne de cette branche-là, et comme ça, il va commencer à passer ces étapes, de sorte qu'à la fin, quand il termine cette étape-là, on lui enlève et il porte maintenant de l'étape, voilà, d'une autre étape. Là, je peux être de cet avis. Voilà. Mais pour ceux-là qui pensent qu'il faut qu'on les fasse à la fin, la question qui se pose maintenant, quand est-ce que ces jeunes-là vont maintenant porter cet insigne de l'étape qu'il est en train? Je peux aller un peu donner un petit exemple seulement pour l'unité, la branche par exemple, les clans. Hein, je vais marier un peu ça parce que en fin de compte, je suis Wood Badge Clan. Donc, je vais seulement donner cet exemple en une minute. Ça veut dire que quand un aspirant arrive au clan, directement, on lui fait porter les nez d'épaule d'aspirant. Vous voyez? Oui. Quand il passe toutes ces épreuves, les épreuves de l'aspirant, il a déjà son nez d'épaule. Le jour où il finit ces épreuves, on enlève et il porte un autre nez d'épaule. Je crois que dans la vision du scoutisme, c'est comme cela que ça devait se faire. Le scoutisme, ce n'est pas l'école où l'enfant est couronné après qu'il ait reçu. Mais dans le scoutisme, on couronne et puis le reste vient après. C'est ça, en fait, la différence qui existe avec l'école. Okay. Quand un enfant, par exemple, arrive à l'école primaire, en première primaire, il doit passer les épreuves, il doit réussir. Après, il y aura un brevet qui va suivre. Mais, contrairement chez nous, ça s'est fait avant. Là, je l'ai dit par rapport aux jeunes. Attention, je l'ai dit par rapport aux jeunes, pas par rapport aux adultes. Je l'ai dit par rapport aux jeunes. Parce que pour les adultes, quand un adulte fait sa formation, il doit d'abord réussir et après, on va les couronner. Mais pour un jeune, ça commence d'abord par le couronnement et il passe ses épreuves. Je pars toujours dans votre exemple, dans l'unité clan, comme vous venez de le dire. Un genre de l'unité clan qui fait son départ et on lui donne le couronnement à la fin. Où est-ce qu'il va aller avec? Tandis qu'il a déjà quitté le mouvement, je ne sais pas. Non, en fait, oui, il a quitté le mouvement, mais c'est plus symbolique. Voilà pour aller porter ça ou pour aller porter ça. Non, attendez d'abord. Oui. Il porte ça quand? Il porte ça avant d'aller exécuter les raids. Donc, pour les insignes portent ça avant. Vous voyez, il porte les insignes, on lui donne tout ce qu'il faut et puis on lui dit va. Et il part. C'est en ce moment-là que son départ commence. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Or, pour un jeune, par exemple, qui est à la première classe, s'il vous plaît, il doit aller en terminant la première classe. Ça veut dire que normalement, en finissant la première classe, on suppose que ce jeune-là a fini son évolution au niveau de la troupe. Il doit aller vers la compagnie. C'est ça. C'est ça la logique. Or, si vous le donnez à la fin, un jeune qui finit, par exemple, la première classe, il va porter ça où? N'est-ce pas? Parce qu'en terminant la troupe, il va directement à la compagnie s'il a déjà l'âge de la compagnie. Okay. Et là, il va répondre maintenant une autre étape, l'initiation. Donc, c'est ça un peu la différence. Ok, nous sommes au mois d'août, en temps où presque tous les groupes préparent les camps, mais aussi les unités. Alors, comment la troupe peut préparer les camps dans ces calendriers d'activités? D'abord, les camps, la préparation et la réalisation. Oui, il faut savoir que les camps ne s'improvisent pas. J'aimerais vraiment que nous puissions nous mettre d'accord sur cet aspect. Oui.
On ne doit pas se réveiller aujourd'hui et puis demain on dit aux jeunes Nous allons camper. Nous allons camper. Non, non, non. Les camps, ça se prépare. Ce qui fait que même dans les plans, dans les plannings, dans les plannings d'activité de la branche, ça doit être déjà prévu. Et il est toujours conseillé de préparer un camp, surtout pour les jeunes, 6 mois avant. 6 mois avant, il faut que les jeunes déjà commencent à se préparer par rapport au camp. Et puisque nous le faisons souvent pendant les grandes vacances, parce que c'est les grands camps, je crois déjà au début de l'année, les gens doivent déjà savoir qu'il y aura un camp qui sera organisé l'année prochaine, pendant les grandes vacances. Okay. Et dans le cas des préparations, la première responsabilité incombe déjà au chef de troupe, qui doit procéder à la prospection, qui doit mener toutes les démarches administratives, savoir les lieux où les camps va se tenir, les montants qui doivent être payés, où est-ce qu'ils vont chercher les financements, tout ça, ça se prépare à l'avance. Et les moyens de transport qu'on doit prendre. Et là également, je dois dire une chose, qu'il ne faut pas aller dans un camp sans avoir mené une prospection. Et la prospection, il est toujours souhaité que ça soit 2 ou 3 fois. Okay. Nous sommes dans un pays, souvent nous avons deux saisons. Vous pouvez aller dans un endroit où pendant la saison de pluvieuse, alors que les camps vont se tenir pendant la saison sèche, sans tenir compte des réalités du terrain, vous allez vous trouver en face d'un terrain où il n'y a pas d'eau pendant la saison sèche. Alors comment vous allez camper avec les jeunes? Vous voyez? Donc c'est toujours important de mener 2 ou 3 prospections pour pouvoir se rassurer que le lieu où on va camper va vraiment nous recevoir correctement. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Est-ce qu'il y a un hôpital dans les environs? Il y a un marché où on peut s'approvisionner. Il y a une police qui est tout proche là-bas. Et ce que nous les scouts n'avons pas, on n'a pas nos propres concessions. Il faut solliciter. Est-ce que les autorités coutumières, les propriétaires de concessions vont vous l'accorder? Donc tout ce sont des aspects qu'il faut tenir compte avant les camps. Chef, vous avez dit une bonne préparation s'est fait 6 mois avant. Oui. Alors, que dites-vous pour ceux qui disent une bonne préparation s'est fait 3 mois avant? Bon, ça dépend d'une personne à une autre, mais moi je pense que pour une très bonne préparation, il faut au moins 6 mois avant, okay. Parce que vous allez tenir compte, vous allez prendre en charge toutes les réalités que vous allez trouver pendant ces temps-là. Les 6 mois, les 3 mois, peut-être que c'est une préparation proche, immédiate, mais moi je crois que pour une préparation lointaine, les 6 mois, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, merci beaucoup. Et alors, quel est le lien entre la troupe et les groupes locaux, mais aussi les instances nationales? Bon, la troupe, c'est une unité au sein d'un groupe local. Okay. Il est vrai que nous pouvons aussi avoir une troupe autonome qui évolue seule, qui évolue indépendamment. Quels sont les critères pour avoir une troupe autonome? Bon, pour avoir une troupe autonome, c'est question d'abord d'avoir les cadres qui vont accueillir ces jeunes. Okay. Et à part les cadres, on doit aussi solliciter l'autorisation au niveau du district. Parce que là, directement, on va dépendre des districts. On va demander l'autorisation au niveau des districts. Et si on vous l'accorde, ça va. Mais il faudrait également qu'il y ait aussi des chefs qualifiés. Surtout pour une troupe ou de budget. Si on veut créer une troupe autonome. Chef aussi, vous plaît. Mais dans le cas de cette relation entre la troupe, donc la troupe, c'est une branche c'est une unité au sein d'un groupe scout. Et donc, la relation avec la S'il nation... vous plaît, vous allez arriver. Vous avez dit que minimum, c'est Wood Badge, c'est ça? Oui. Ok. Vous êtes des formateurs, vous êtes également le commissaire, membre de l'équipe nationale, disons. Chez nous, il faut qu'on se le dise, les camps Wood Badge s'organisent rarement. Il y a peu de Wood Badge. Et alors, quoi faire dans ces problèmes? Je crois qu'on doit seulement relever les niveaux de formation. On doit multiplier les stages Wood Badge. Mais je ne tolère pas qu'on puisse tolérer, et tant que excusez-moi la tautologie, okay. Qu'on puisse tolérer
à ce que quelqu'un qui est écolier de pouvoir créer une troupe autonome. Donc, question seulement au niveau de la fédération. Le commissaire national nous a dit dans le scoutisme, il a bien entendu aussi votre préoccupation, je crois qu'il va nous suivre aussi. Voilà, merci. Ça veut dire qu'il doit multiplier les stages de formation dans ces sens-là. Ce qui nous fait, qui empêche d'en organiser beaucoup, c'est que sous d'autres cieux, ils ont leur centre de formation. Vous voyez, nous n'en avons pas. C'est ce qui nous bloque parfois. Il faut aller chercher, négocier des cadres pour cela. Mais je crois que nous nous battons. En tant que membre de l'équipe nationale, nous allons nous battre pour que nous puissions avoir notre propre centre de formation scout. Et là, ça sera régulier. Chaque année, au moins, nous aurons des stages de haut niveau. Ok, continuons avec le lien entre la troupe et la nation. Voilà. Comme je le disais, donc la troupe dépend d'un groupe scout. Et les liens que la troupe peut créer avec la nation, ça ne peut provenir que du lien que le groupe a avec la nation. Ça veut dire qu'un groupe scout qui est reconnu au niveau des districts et qui est affilié au niveau de la province est directement reconnu au niveau de la nation. Ce qui fait que les jeunes qui sont au niveau de cette troupe-là bénéficient de tous les avantages que la fédération accorde à ses membres. Donc c'est ça le lien. Quand il faut bénéficier d'une activité internationale et que les jeunes là, les jeunes qui sont dans cette troupe-là, leur groupe est affilié, les jeunes vont en bénéficier. Donc c'est automatique. Quand il faut participer à une activité de la nation, les jeunes qui font partie de cette troupe-là en bénéficient directement. Donc c'est ça, c'est de cette manière-là que ce lien-là s'établit entre une troupe et puis la fédération. Voilà, merci. Nous demandons au commissaire national au programme de jeunes, chargé des adultes plutôt, d'organiser des camps ou de badges de manière successive afin de permettre aux unités de fonctionner normalement. Là, je crois que le message est déjà passé au commissaire chargé des adultes. Alors, monsieur le commissaire, quels sont les défis que racontent aujourd'hui les différents chefs des troupes? En tant que formateur, votre observation? Les défis, c'est d'abord par rapport au niveau des formations. Comme vous venez de les soulever, nous avons un déficit des chefs de troupes, un déficit en termes de formation des chefs de troupes. Là, vraiment, c'est un grand défi. Il faut relever les niveaux. Vous allez trouver que la plupart sont des écoliers, ce qui n'est pas du tout bon, parce qu'ils ne seront pas donnés les meilleurs d'eux-mêmes en tant qu'écoliers. Il faut au moins être wood badgé. Et un autre défi, c'est aussi lié aux documents, aux documents de soutien. Il faut qu'on le dise dans ce sens-là. Vous allez voir que nous ne disposons pas, la fédération ne dispose pas d'une maison d'édition qui produit régulièrement les documents de soutien pour les chefs d'unité. Et vous allez trouver que chacun fait les choses à sa façon. J'étais jeune à la troupe, je suis devenu chef de troupe. Je vais faire vivre ma troupe seulement comme je l'avais vécu moi, sans faire face, sans chercher à améliorer la façon dont toutes les unités sont en train de fonctionner actuellement. Mais il y a un autre défi aussi, c'est lié au problème des moyens aussi financiers. Vous voyez, les moyens financiers, parce que le scoutisme, on doit le dire que ça marche également avec les moyens financiers. Nous avons certains chefs de troupes qui évoluent dans des coins très reculés où les parents n'ont pas assez de moyens pour subvenir aux besoins des jeunes. Et ça bloque parfois les chefs à pouvoir organiser certaines activités. Par exemple, un chef de troupe qui veut organiser un camp, par exemple, dans le Congo central, à Boma par exemple, et que là, il faudrait au moins une affaire de 100 000 francs par jeune pour participer. Mais vous voyez que le niveau de vie des jeunes ne permet pas à ce que ces jeunes-là puissent payer un billet dans ce sens-là. Et l'activité risque de ne pas avoir lieu parce que
Les jeunes n'ont pas de Les moyens. gens n'ont pas de moyens. Ok. Donc là également, c'est un grand défi. Mais aussi, c'est par rapport aux insignes. J'organise une activité pour mes jeunes. Les scouts, ils doivent passer noviciat, première et toute classe, deuxième classe, tout ça. Mais je n'ai pas d'insigne pour leur faire porter. Où est-ce qu'ils vont aller acheter? Où est-ce qu'on va acheter? Et même s'il faut acheter, Oui. ces insignes-là ne sont pas à la disposition des gens. Vous voyez? Oui. Donc tout ça, ce sont des défis auxquels les chefs de troupes... Il y a d'autres chefs des troupes qui arrivent même à fabriquer, mais certains ne respectent pas les critères ou les normes. Oui, justement, c'est ça le problème, parce que nous voulons l'uniformité. Il y a déjà une charte graphique que la fédération a lancée. Alors, la meilleure façon de respecter la charte graphique, c'est que c'est la fédération, normalement, c'est la fédération qui devait produire. Comme ça s'est fait, par exemple, sous d'autres cieux. Je peux donner l'exemple, par exemple, de Kenya. Ok. L'association du scout de Kenya, ils ont l'exclusivité de production de tous les insignes. Si on vous surprend en train de les fabriquer, c'est une contrefaçon, vous serez arrêté. Vous voyez, cette exclusivité donne quand même une confiance. Et ça fait en sorte que tous les insignes qui sont vendus sont des originaux et il n'y a pas de piraterie. Donc ça veut dire que lorsque vous recourez directement à l'association, vous avez l'original et vous pouvez aussi donner aux jeunes. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous avons parfois des écussons, des insignes, chacun fabrique ça à sa façon, sans respecter la charte graphique. Donc là, c'est une recommandation. Peut-être que nous, au niveau de la fédération, on doit fournir également des efforts pour commencer à produire ces insignes-là et mettre ça à disposition des chefs. Mais en attendant, vous n'avez pas encore commencé à produire les insignes. Alors, pourquoi pas soutenir les jeunes là qui ont déjà l'habitude de fabriquer? Vous les soutenez pour... Non, on ne peut pas les soutenir dans ce sens-là. Là, c'est créer du désordre. Vous voyez, là, c'est créer du désordre. C'est quelque chose seulement qu'il faut que les domaines soient d'abord organisés. On doit organiser les domaines et voir comment on peut leur accorder la licence. C'est que les seuls moyens qu'on peut faire, leur accorder la licence. Mais pour le moment, on ne peut pas les soutenir parce que chacun fait les choses à sa manière. Parfois, ils font des imitations sans recourir à ce qui doit être fait régulièrement. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas soutenir... Quand je parle des soutiens, c'est à vous d'établir les critères. Donc, nous allons vous soutenir s'il faut. Vous établissez les critères. S'ils respectent les critères, c'est à ce moment-là que vous allez accorder les licences. Bon, justement, ça, peut-être ça fera l'objet d'une autre émission où nous allons revenir sur ça en profondeur pour parler un peu de la procédure qu'il faut mener pour soit avoir la licence, pour avoir la reconnaissance de la fédération pour commencer à produire. Mais entre-temps, le chef de troupe souffre. Oui, mais ils ne peuvent que souffrir, mais je crois que dans un bref délai, nous allons chercher comment trouver la solution face à ça. En tout cas, nous sommes en train d'y travailler. Et vu que nous avons déjà lancé la charte graphique, nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir mettre à leur disposition tous ces insignes. Voilà, merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre en direct. Je vous rappelle que nous sommes ici avec Maître Chico Lutala Momavanga, il est le formateur au sein de la FISCO. Avec lui, nous venons d'échanger autour du thème structure, organisation et fonctionnement de l'unité de troupe. Nous chutons déjà vers la fin, monsieur le formateur, quel est votre dernier mot pour le genre de l'unité de troupe, mais aussi le chef des troupes qui vous regarde? Cher chef des troupes, mon dernier mot est que vous puissiez faire bien les choses. N'oubliez pas, lorsque nous parlons du scoutisme, nous voyons premièrement la troupe. C'est l'unité de base du scoutisme. Même au sein des groupes dans lesquels vous évoluez, lorsque vous échouez dans la gestion de jeunes au sein de votre troupe, sachez que l'avenir de ces groupes-là est à craindre. Faites bien les choses. Nous vous faisons confiance. Et nous sommes là à votre disposition. À chaque fois que vous aurez des difficultés, venez nous voir. On est tout le temps disponible. Pour les jeunes, la troupe, c'est votre branche. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts parce que c'est vous qui faites notre fierté. On peut parler des autres branches,
je vais peut-être dire quelque chose. La MET, la compagnie et les clans, ce sont des branches qui sont nées circonstanciellement. Mais la troupe n'a pas été créée circonstanciellement. C'est la troupe qui a fait naître le scoutisme. Vous devez en être fiers. Merci. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Vous étiez nombreux à nous suivre. Un grand merci. Vous étiez depuis Brazzaville, depuis la Côte d'Ivoire. Vous nous suivez à l'intérieur du pays. Vous êtes à Goma, Bukavu. Vous êtes dans les Nord, le Sud Kivu. Vous êtes dans les Haut-Katanga. Vous êtes dans Kolwezi. Vous êtes partout. Vous êtes dans les grands Bandundu. Vous êtes au Congo central en train de nous suivre en direct. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, un grand merci aux techniciens de la Flamme TV, au chef Pangolin qui est derrière la caméra et à tous les techniciens qui sont là. Merci également à Fiston Igwe qui nous suit en direct de sa maison. Vous êtes tellement nombreux, un chef n'est pas un chiffon, même le chiffon du chef et les chefs des chiffons. Merci. Vilkas intrépide, scout des Scout Ville des Goma. La branche troupe est une étape du scoutisme qui concerne les jeunes de 12 et 17 ans. Dans la troupe, le scout s'organise en petits groupes appelés patrouilles. Chacun a un rôle et apprend à travailler avec les autres. Moi, c'est Imani Kibodichem. Chez les scouts, on m'appelle Likan, arriviste appliqué. Je suis un membre de la SNK, district Ville de Goma, groupe scout qui sont les disciplines. Je suis un membre de la branche troupe, la branche motrice du scoutisme. Et sans oublier, c'est la première branche qui a été créée par le fondateur Baden Powell. Merci. Pour clore, la branche troupe, c'est plus qu'un groupe. C'est une école de la vie. On y grandit, on apprend et on devient responsable. Rejoins la troupe et tu construiras ton avenir. Flamme TV, merci. Les regards vers la troupe. Les regards vers la troupe. Les regards vers la troupe.